On commence donc. Frédéric et Yann vont donc se présenter et présenter leurs entreprises. Et ensuite, on leur posera des questions. Et tous les participants pourront leur poser toutes les questions qu'ils souhaitent sur le CV. Voilà. Donc, s'il vous plaît à tous, merci de couper votre micro si vous n'intervenez pas. Les questions, vous pourrez les poser à la fin ou les poser dans le chat. Et donc, tout ce webinaire est enregistré et sera diffusé sur YouTube, sur la chaîne AETL. Bon webinaire et merci aux participants. On n'a pas d'animateur? Bon, allez, vas-y, Frédéric, lance-toi. Monte le son, Yann, si tu peux monter le son de ton micro, on t'entend plutôt loin. Ouais, je vais essayer. Ok, je me présente, moi, Frédéric Erstein, j'ai 56 ans et je suis le président donc, d'un cabinet de recrutement, d'un cabinet de conseil qui s'appelle Lead Consulting, Lead Recrutement. Et je suis cofondateur également d'Atelog Consulting, qui est un cabinet de management de transition et gestion de ressources. Et je suis également administrateur de l'AETL et prêt à débattre avec vous. Yann. Alors, moi, je ne sais pas si tout le monde m'entend. J'ai un peu de mal avec mon micro. Je suis le fondateur du cabinet de recrutement Amalo, qu'on a lancé il y a 3 ans, après 10 ans dans le recrutement de profils techniques. Et on va recruter aujourd'hui principalement sur des fonctions middle et top management dans la logistique et la supply chain ainsi que l'industrie, que sur des fonctions techniques. Voilà, pour faire court. Et on est présent majoritairement en région parisienne. On vient d'ouvrir un bureau à Toulouse et il se peut dans peu de temps qu'on ouvre un bureau sur la région de Rouen. Voilà. Sylvain. Ah. Vous m'entendez ou pas? Ouais, on t'entend, Sylvain. Très faible. Agnès, tu démarres? Je vais vraiment me connecter. J'ai un problème de Larsen terrible, moi. Alors, moi, j'ai plus votre présentation parce qu'elle était dans mes mails et que je ne peux pas accéder à ma boîte mail. Mais bon. Les choix du direct. Les choix du direct. Alors, moi, j'avais une question qui me vient à l'esprit avant de vous quitter. C'est parlez-nous de ce qu'est un CV, en fait. Hein. C'est déjà ça. Voilà. Quelle est la définition d'un CV? L'idée de fond qu'on va aborder, Sylvain, un problème technique, l'idée de fond qu'on va aborder, c'est effectivement qu'est-ce qu'un CV, pourquoi faire, à quoi ça sert et pour qui. Voilà. Fondamentalement, les sujets que nous allons aborder avec Yann, au sein de nos 2 cabinets, on est aujourd'hui soumis au traitement de pas mal de CV par rapport à pas mal de postes que nous avons en portefeuille. Et aujourd'hui, on voudra intervenir là-dessus pour vous orienter, vous aider ou peut-être vous conseiller sur la manière de faire un CV, la manière dont nous, on l'aborde chez nous dans nos cabinets. Il y a certainement 2 techniques différentes et il y aura autant de techniques différentes qu'il y a de recruteurs dans nos cabinets respectifs. Et ce qui va être assez intéressant pour vous, c'est de piocher un petit peu dans tout ce qu'on va vous dire. Yann, on va attaquer peut-être par la forme du CV. Donc, les questions qu'on nous pose régulièrement, parce que malgré qu'on soit recruteur, on nous demande aussi des conseils sur comment faire un CV, etc. Et la première des choses, c'est la forme d'un CV et entre l'originalité, la chronologie, les informations, dans quel ordre, est-ce qu'il faut faire un CV par compétence, etc. Et on va essayer de répondre à tout ça. Yann? Ok. Alors, pour commencer, sur l'originalité, c'est un grand débat. Le CV, en fait, je pense qu'il faut savoir le faire ressortir du lot, mais il faut s'attacher à être conventionnel, tout simplement parce que quand, comme Frédéric ou moi, vous lisez plusieurs dizaines ou centaines de CV par jour, finalement, vos yeux commencent à être habitués à aller chercher les informations au même endroit. Et dès lors qu'on met des choses un peu trop originales, le numéro de téléphone en bas à droite, le diplôme caché on ne sait où pour on ne sait quelle raison, finalement, l'originalité, elle est plutôt contre-productive. Et en ça, le CV, pour moi, c'est un peu comme le teaser d'un film, c'est-à-dire qu'il doit résumer, il doit être percutant, il ne doit pas tout dire, mais il doit donner envie. Néanmoins, c'est quelque chose qui doit rester, je pense,
assez conventionnel pour que le recruteur, en fait, en quelques secondes, aille piocher l'information là où il a l'habitude de le retrouver. Un peu comme quand on est, je ne sais pas, en exploitation et qu'on a son PNL avec un tableau Excel. On va chercher toujours en case B12 la même information. Dès lors qu'elle change un tout petit peu, on ne la retrouve plus. Et c'est un peu notre quotidien à nous, finalement, c'est de ne pas toujours retrouver. Et au final, l'originalité peut être vite contre-productive sur un CV, à mon avis. Alors là, je rejoins Yann sur le sujet et surtout quand on se lance dans l'originalité. Là c'est très clair que ça devient vite compliqué pour nous à cause du débit. Hein. C'est pas qu'on n'a pas envie, c'est à cause du débit. Et une chose qui est primordiale dans la forme, je dirais, c'est le titre, qui est la première chose que l'on lit sur le CV. Quand on ouvre un CV, on ne regarde pas forcément la photo, on ne regarde pas l'adresse, on regarde le titre parce qu'on cherche par rapport à une fonction. Et c'est vrai qu'il y a des mots bateaux, des choses qui sont utilisées à contre-courant et qui sont contre-constructifs par rapport à notre recherche et à notre étude. Quand on lit, je ne sais pas, 20 ou 30 CV pour un poste, comme l'a dit Yann, hein, on devient des experts de la lecture, on va très vite, hein, on bâcle pas le travail, mais il ne faut pas oublier qu'on en passe on en passe pléthore et qu'il faut absolument qu'il y ait une accroche immédiate sur la lecture. Oui, parce que, alors, on en discutait tout à l'heure avant que le webinaire ne commence, c'est-à-dire qu'il y a en fait peut-être deux formats de CV à faire. Il y a le format de CV qu'on va envoyer en réponse à une annonce, donc à un cabinet de recrutement ou à un DRH. Et il y a le CV qui peut être un format qui souvent est un format digital, qu'on va aller déposer sur LinkedIn, donc plus sous un format de candidature spontanée, qui lui va devoir déjà passer les différentes étapes des algorithmes de LinkedIn ou essentiellement de LinkedIn, donc pour être repéré. Donc il va falloir qu'il soit un peu qui bouge et qui corresponde aux besoins de la plateforme. Donc je pense que peut-être, quel conseil vous pourriez donner? Est-ce que voilà, par rapport à ces types de CV-là? Mon avis, en fait, il y a effectivement plusieurs utilisations pour le CV. Néanmoins, le format, il doit être toujours le même. Que tu le déposes sur LinkedIn, que tu le déposes sur Cadre Emploi ou sur d'autres CV Tech sur lesquels les recruteurs vont passer leur temps, ou que tu l'envoies directement à une personne, la lecture, elle est sensiblement tout le temps la même. De la même façon qu'on lit un livre avec toujours l'introduction, le texte, la conclusion, le CV, c'est la même chose. Moi, ce que je rappelle à mes candidats, c'est qu'on a 4 à 5 informations clés qu'on va aller chercher quand on est recruteur, et c'est toujours les mêmes. C'est où est-ce que la personne elle habite, quel est son projet professionnel, donc le titre, comme vient de le dire Frédéric, quelle est sa dernière expérience, qui est plutôt dans une logique d'évolution de carrière ou au moins de rester sur une fonction similaire. Quel est son diplôme, parce qu'en France, c'est à peu près le seul critère sur lequel on a le droit, je vais lâcher le mot un peu dur, mais sur lequel on a le droit de discriminer. Le diplôme, c'est le seul sujet sur lequel on peut être discriminant. Et finalement, c'est aussi le cinquième point à mes yeux, c'est la compétence. Ça va être une langue, ça va être un logiciel. Et les yeux, ils vont aller les chercher tout le temps au même endroit. Moi, je peux le faire comme ça, les yeux fermés. Hein, c'est en haut à gauche où est-ce que vous habitez. En haut au milieu, quel titre, quel poste vous voulez. Juste en dessous, quelle fonction vous avez fait. En dessous, quelle formation vous avez. Et ensuite, quelles compétences clés vous avez. On va aller les chercher tout le temps au même endroit. Et c'est en ça que l'originalité, elle est contre-productive. C'est qu'à un moment donné, un ordre, c'est un ordre. Et on va mettre, plutôt que de faire la chronologie haut en bas, il y en a qui vont faire des lignes droites. Moi, je vois beaucoup d'ingénieurs qui essayent de montrer leur côté ingénieux avec des diagrammes, des choses comme ça. Et finalement, 9 fois sur 10, je ne sais pas quel est ton avis Frédéric, mais on ne comprend pas. Et finalement, comme vous êtes habitué à chercher tout le temps la même info, si vous ne la retrouvez pas, votre cerveau, il en conclut qu'elle n'est pas là, cette information, et donc on passe à autre chose. Alors qu'elle y est peut-être,
qu'elle est mise différemment, qu'elle est mise peut-être à un autre endroit ou d'une autre façon. Et du coup, vous perdez finalement le recruteur en cours de route qui, lui, va passer à autre chose parce qu'il va considérer que comme il n'a pas trouvé, c'est qu'il n'y a pas. Et sans se méprendre par rapport à ce que dit Yann, malgré tout, des fois, quand vous avez la bonne accroche, le bon titre, s'il manque une ou deux infos, on va quand même aller les chercher, on va quand même creuser, on va regarder dans le CV. Moi, j'ai un exemple très concret qui date de ce matin où j'ai eu un superbe CV. Je ne sais toujours pas où la personne habite et j'ai trouvé son numéro de téléphone au bout de 10 minutes parce qu'il était tout en bas à droite, écrit en tout petit, ça devait être du caractère 6. Une connerie. Absolument mettre vos infos personnelles en haut. Les mettre en bas, en fait, le temps qu'on arrive en bas, c'est pas qu'on est fatigué, mais on a déjà passé en revue les 3/4 du CV et vous avez déjà éliminé beaucoup de chances d'être, pas sélectionné, mais en tout cas d'être scruté jusqu'au bout. Et ça, c'est assez important. Et je suis assez d'accord avec Yann sur le fait de. Alors, il n'y a pas de standard, ça n'existe pas. Chacun fait comme il a envie de faire. Mais plus vous cherchez à faire de l'exceptionnel et du hors standard, plus vous avez de chances d'être écarté, quoi. Pour compléter ça, juste une dernière chose, en fait, on oublie trop, et c'était un peu le sujet aussi du webinaire précédent sur la lettre de motivation, on oublie la finalité, ou en tout cas l'essence même du CV. On veut parler de son parcours, on veut parler de plein de choses, mais l'idée du CV, c'est quoi? C'est que le recruteur, il vous appelle et qu'il prenne rendez-vous avec vous. Tout le reste, on s'en fout. L'objectif, c'est ça, c'est de passer à l'étape d'après. C'est pas pour votre CV qu'on va vous embaucher, c'est pas pour votre CV qu'on va bosser avec vous. Le CV, c'est comme au cinéma, quoi. C'est le teaser d'une minute du film qui vous donne envie de. Et donc, si le film, vous ne savez pas où aller le voir, vous n'allez jamais le voir. Et du coup, comme le dit Frédéric, de temps en temps, parce que le CV, il a un truc qui t'intéresse par rapport à un poste précis, tu vas faire l'effort de chercher. Et moi aussi, ça m'est arrivé d'aller chercher sur d'autres bases de données pour trouver le numéro de téléphone. Mais force est de constater quand même que dans la majorité des cas, votre cerveau, il est formaté pour il n'y a pas l'info, donc c'est que la personne n'a pas ça, donc je passe à autre chose. Et du coup, faites en sorte de vous demander pourquoi vous faites ce CV, qu'est-ce que vous voulez dire dessus. Et après, ce sera beaucoup plus facile, une fois que vous aurez compris pourquoi vous le faites et quelle est l'essence même de cet exercice. Alors, je voudrais compléter par rapport à un truc qu'a dit Agnès tout à l'heure, a plus ou moins posé une question sur la partie du CV digital. Moi, j'ai un conseil perso, hein. Envoyez pas de CV digital à un cabinet de recrutement. Surtout, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps d'écouter la minute 30. Comme a dit Yann, en moins de 15 secondes, on a trouvé les 5 mots essentiels du CV. Si vous faites un CV digital, il faut qu'on aille jusqu'au bout du CV pour comprendre. De l'autre côté, quand on aura trouvé les 5-6 mots qu'il nous faut, on va vraiment tout creuser dedans et aller beaucoup plus loin dans l'investigation, quoi. Le CV, moi je ne sais pas Yann pour toi, mais le CV digital, je n'ai pas le temps de le lire. Ou alors je le lirai, mais pas à un moment où je serai dedans, quoi. Non. Alors, il y a une question sur le fait de mettre la photo. Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup du CV anonyme. Alors, le CV anonyme, voilà. Est-ce qu'on doit mettre sa photo sur son CV? Est-ce qu'on ne doit pas la mettre? Dans quel cas la mettre? Dans quel cas ne pas la mettre? J'ai une idée très arrêtée là-dessus. Alors, certains se posent la question, notamment vis-à-vis de la discrimination, parce que le sujet de la photo, il tourne quand même autour de ça. La couleur, la religion, le sexe, etc. La photo, elle va servir à déterminer ça. Et très souvent, on me dit, je ne la mets pas parce que je ne veux pas dire que je suis de telle origine. Mais à un moment donné, tu vas aller en entretien, la personne, elle va s'en rendre compte. Malheureusement, des cons, il y en a en pagaille, et la société elle est faite pour qu'il y en ait. Et à la limite, moi, ce que je dis aux candidats, est-ce que vous avez envie de travailler dans cette boîte qui va discriminer des gens comme vous? Non. Voilà. Donc, mon avis, moi, je suis ni pour ni contre. Et en cabinet de recrutement, ma seule expérience des photos, je suis très direct et ça fait souvent sourire, mais les photos qu'on retient, c'est quand c'est une jolie fille, quand c'est un beau garçon, ou quand elle est foncièrement ridicule. Le gars qui a levé un capot de bagnole et mis une belle blouse blanche pour faire style je suis mécanicien, ou le gars qui a son rosé sur le. Enfin voilà, ça, il faut oublier toutes ces photos idiotes et il vaut mieux surtout pas en mettre. Mais finalement, ce n'est pas du tout un critère qu'on regarde sur un CV. Moi qui ai une photo, qui n'ai pas de photo, encore une fois,
je suis un peu cru, mais si c'est une jolie fille, si son CV, il m'apporte rien pour mon travail et pour mes clients, je vais pas le convoquer. Et de la même façon, le gars qui me signifie je suis mécanicien ou je suis chef d'équipe parce que je fais une photo avec mon équipe, si sur le CV, il n'a pas du tout ce que j'attends pour mon client, je vais quand même pas l'appeler. Donc la photo, elle n'a pas une importance capitale, si ce n'est pour certains RH, ça m'est arrivé comme ça de dire, oh bah, dis donc, il n'a pas l'air très sérieux sur la photo. Donc juste, ma recommandation, c'est pas une obligation, vous pouvez le mettre, mais si vous le faites, faites-le bien avec un ton neutre, avec une tenue professionnelle et avec voilà, un visage qui donne envie. Ça ne veut pas dire beau ou moche, ça veut dire un peu souriant, un peu sympathique, quoi. C'est pas une photo d'identité, quoi. Ouais. Pour un passeport. Alors, il y a une question aussi, l'adresse, parce que tout à l'heure, justement, Yann, tu parlais de discrimination éventuelle. Il y a des quartiers qui peuvent effectivement, des gens qui vivent dans certains quartiers qui peuvent se dire, bon, bah voilà, sachant qu'effectivement l'adresse, comme j'imagine que vous n'écrivez pas à vos candidats et que le courrier ne passe pas par la poste, l'adresse n'a pas une importance fondamentale. Donc, est-ce qu'il y a un intérêt à la mettre? La ville, c'est impératif. Pour moi, la ville est impérative parce que malgré tout, les entreprises, sauf sur les postes d'encadrement supérieur, etc., où les personnes sont plutôt très mobiles, où finalement le lieu d'habitation n'a pas tant d'importance que ça, bien que. Sur tout ce qui est opérationnel, on est sur des profils où il faut être à moins de 30 km du lieu de travail. Et quand on est à Paris, je dirais à moins de 15, presque. Et le lieu de travail, le lieu d'habitation est important. La ville. Oui. Frédéric, il y a un écho derrière toi. Mais c'est pas chez moi, je suis connecté tout seul. Donc, c'est pas chez moi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, il y a aussi une question concernant les soft skills. Est-ce qu'on doit en parler dans le CV? Non. Alors là, moi, je suis désolé, Frédéric, mais non. Je suis d'accord. Pour deux raisons, en fait. La première, c'est que sincèrement, personne n'est juste avec soi-même. L'auto-analyse, elle n'est jamais objective. Moi, si vous me demandez, moi, j'ai le sentiment d'être drôle et sympa, et peut-être que d'autres vous diront que je suis un mec insupportable. Donc, à la fois, on n'est pas objectif avec soi-même. Et au-delà de ça, moi, ça m'évoque quelque chose, c'est que si vous mettez que vous avez, je sais pas, l'esprit d'équipe sur le CV, en fait, faites l'expérience autour d'un déjeuner, demandez la définition d'un soft skills à quelqu'un. Vous verrez que pour esprit d'équipe, leadership ou ce que vous voulez, vous aurez autant d'avis qu'il y a de personnes et autant de définitions qu'il y a de personnes. Ce qui sous-entend que la RH, qui n'est pas très familière, et là on parle à des gens qui sont des gens avec des profils techniques, la RH qui est pas très familière avec les métiers techniques, elle va se rassurer, elle va rassurer son opérationnel avec des éléments de savoir-être. Elle va lire leadership sur votre CV et elle va, avec sa propre définition à elle, essayer de voir si vous l'avez ou si vous ne l'avez pas. Mais comme de base, il y a 9 chances sur 10 pas la même définition, vous n'arriverez pas au même constat. Donc mon avis, c'est plutôt de se dire qu'est-ce que je veux laisser passer comme soft skills, et soit je le mets sur le CV au travers d'une réalisation, je ne sais pas, esprit analytique, et je vais mettre des chiffres, etc. Soit je prépare mon entretien, je me dis, tiens, là, je veux montrer que j'ai fait preuve de leadership, et donc je vais parler de cette réalisation-là, de ce projet-là, etc. Mais le mettre sur le CV, je trouve que c'est un non-sens, et que c'est surtout mettre le doigt, ou en tout cas permettre qu'on mette le doigt sur un truc où de toute façon on ne sera pas d'accord au bout du bout parce qu'on a de base pas la même définition. On a le même dictionnaire mais on n'a pas la même définition. Et donc on n'arrive jamais à la même conclusion. Et donc pour ça, moi, c'est à la fois je ne les lis pas et je dis aux candidats de le retirer parce que ça ne sert à rien, en tout cas à mon avis. Frédéric, ton avis? Je rejoins complètement Yann là-dessus. On est professionnel dans notre domaine et quand on mène l'entretien, on sait comment amener les personnes à se découvrir sur ces sujets-là. On va poser des questions, on va savoir les emmener sur les sujets qui nous intéressent. Si on veut que la personne ait du leadership, on va l'emmener dans la discussion à nous parler de cette partie-là. Si on veut qu'elle ait esprit d'équipe, une proportion à la curiosité, etc., on va l'emmener sur ce terrain-là.
va lui demander ce qu'elle a fait, ce qu'elle a développé, les chantiers sur lesquels elle a travaillé, les projets sur lesquels elle a été engagée, ses armes, etc. Et c'est là qu'on va découvrir tous ces talents. Alors, on parle de talent. Quand on est tout jeune diplômé ou qu'on cherche un stage et qu'on fait encore ses études. Il y a quelqu'un qui a un double écho. Il y a un double écho. Il y a quelqu'un qui a un double appareil. Est-ce que vous pouvez couper tous vos micros, s'il vous plaît? Voilà, parce que c'est assez désagréable. Bah, tous les micros sont coupés pourtant. Ah ouais, c'est à part les étonnant. vôtres. Ah bah ça y est, il n'y a plus d'écho. Non, ouais, c'est bizarre. Voilà, donc comment faire quand on est étudiant, qu'on n'a pas fini ses études, qu'on a comme expérience des expériences qui ne sont pas forcément dans le milieu dans lequel on souhaite travailler plus tard. Ça peut être des expériences de serveur ou de babysitter. Comment est-ce qu'on peut valoriser ces expériences? Quel type d'expériences sont tout de suite attirent le regard de recruteurs comme vous, et comment présenter ces expériences-là qui sont quand même déjà plutôt que d'avoir juste à la page sans essayer de se trouver un job, qui sont quand même à valoriser, ou pareil les sports ou une passion. Comment on fait pour alors on a perdu il est là. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre, de quoi on peut parler quand on n'a pas encore 10 ans d'expérience et qu'on nous demande 10 ans d'expérience? Je pense que ce qui est important là, pour les jeunes, effectivement, qui ne sont pas encore dans la vie active ou qui y rentrent à peine, il y a quelques expériences qui peuvent quand même mettre en avant, comme le BAFA, par exemple. Souvent, les jeunes passent le BAFA, ça, c'est des choses. Les jobs d'été, qui montrent effectivement au travers des jobs d'été ce qu'ils ont pu faire, qu'ils ont eu ce courage pendant les vacances, pendant que tout le monde procrastine, de travailler, d'occuper un emploi, de se lever le matin, etc. C'est des choses qui sont encourageantes pour un employeur de voir effectivement que les jeunes sont dynamiques, ou alors s'ils bossent le week-end au marché, faut le mettre, quoi. En fait, comme ils n'ont pas d'expérience à montrer, il faut qu'ils montrent qu'ils ont l'engagement pour aller au travail. Ouais, et il y a aussi les loisirs. On a tous, très souvent, on nous pose la question d'entretien, mais je n'ai pas grand-chose à dire sur le CV ou pourquoi mes loisirs. Mais si vous êtes, je sais pas, au truc des parents d'élèves, de votre frère, si vous êtes… moi, sur mon CV, j'ai mis que j'étais chef d'équipe de mon club d'athlétisme, que j'entraînais les minots, etc. On a tous comme ça des choses valorisantes. Il y en a qui ont fait les scouts. Enfin bref, on a tous fait des choses, que ce soit à l'école, mais en extrascolaire, et que ce soit en sport, que ce soit en associatif. Et c'est aussi ça qu'on va regarder, en fait. Comme le dit Frédéric à juste titre, ce qui intéresse le recruteur, c'est l'engagement, c'est l'énergie, c'est l'implication que vous mettez dans chacun des projets qu'on vous confie et sur lesquels vous intervenez. Il n'y a qu'une chose à mettre sur le CV, c'est que vous vous impliquez à la ETL. Ouais, mais si je mets que ça, je ne suis pas sûr d'être recruté demain. C'est pas assez. Mais non, mais pour les jeunes, et là je rejoins complètement Yann sur ceux qui n'ont pas bossé, et c'est vrai que même moi sur les personnes adultes, sur des personnes de 30-40 ans, j'ai recruté récemment un directeur de site et j'ai besoin d'un vrai manager, et sur son CV il y avait marqué capitaine de frégate. De régate, pardon. Et c'est un type donc qui manage en fait des marins sur un bateau. Et quand on sait à quel point c'est difficile, on se dit que le gars sur une dalle, ça va aller, quoi. Et il y a des petits trucs comme ça. Et les jeunes, en fait, comme dit Anne, celui qui entraîne les U10 de son quartier, etc., c'est déjà une forme de management, quoi. J'avais une question à vous poser à tous les deux. Quelle est votre réaction quand vous recevez un CV à 2 pages? Voire plus. Un CV à quoi? Avec plusieurs pages, 2 pages. Comme une page. Moi, je suis pas arrêté sur le format d'une page. Alors, je dis pas au-delà de 2, ça commence à devenir un catalogue. C'est vrai qu'en une page, on dit qu'on simplifie,
Mais aujourd'hui, la vie est ainsi faite que tout le monde a le droit à la case PSE, à la case je change de job, etc. Et ça tient de moins en moins sur une page. Alors, sur une page, quand on a plus de 5 expériences, eh ben, on met qu'une ligne et nous, recruteurs, on a un peu de mal à trouver des choses. En revanche, quand il y a 2 expériences et qu'il y a 2 pages, là, ça devient vraiment une usine à expérience, quoi. Je suis d'accord avec Frédéric, c'est qu'il n'y a pas de vérité en fait. Il y en a qui me disent ouais, mais j'ai 50 ans, je peux faire en 2 pages. Oui, mais en fait, si tu as fait le même job pendant 40 ans, ça n'a pas de légitimité, ça tient en une page. Et à contrario, il y en a qui ont 10 ans d'expérience, mais qui ont changé 4 fois de métier sur des fonctions très différentes. Et là, ça nécessite de rentrer un peu dans le sujet. Il faut que ce soit bien dosé. On est quand même d'un naturel à ne pas scroller, à ne pas descendre. C'est pas que les recruteurs, hein, quand sur un site internet, les infos importantes, elles sont en haut. Enfin bref, il y a tout un tas de choses. Donc, les informations importantes, à mon avis, doivent être en haut, idéalement sur un CV d'1 page. Mais il y a des expériences qui nécessitent 2 pages. 3 pages, moi sincèrement, j'y vais jamais. Enfin voilà, 3 pages, ça n'a pas de sens. C'est qu'il y a un gros manque de synthèse de la personne, à mon avis. Après, il y a peut-être des parcours et des parcours de vie qui le nécessitent, mais c'est quand même très rare. Généralement, en 2 pages, on y arrive. Sachant qu'aujourd'hui, on peut faire un CV par compétence. Quand on a 4-5 fois la même expérience, on peut faire un bloc. Personnellement, je ne suis pas très familier avec ça, mais les gens qui ont de la seniorité et qui ont plusieurs fois la même expérience, ça a du sens de le faire, de mettre un pavé en disant voilà, j'ai été directeur de site logistique, et plutôt que de dire sur 5 expériences de suite, j'ai managé 100 personnes, j'ai géré un PNL, etc., etc. Voilà, gestion de PNL de temps à temps, management de tant de personnes à tant de personnes, et derrière, vous pouvez faire des descriptifs beaucoup plus synthétiques avec une spécialisation de chaque fonction. Et c'est là où la question du 2 pages peut se poser. Mais encore une fois, il faut bien le doser, il faut bien le réfléchir, en sachant que par nature, même si votre recruteur il est volontaire et il a envie, il y a quand même au moins une fois sur 2 où vous perdrez la personne en cours de route. Donc demandez-vous si c'est vraiment utile et obligatoire pour vous au regard de votre parcours. Alors, une question, un trou dans un CV, que ce soit pendant les études, parce que ça peut être pour des raisons purement personnelles, ou après, au cours de la carrière, comment on s'en sort? Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire quand il y a un trou dans la carrière, quand il y a un trou dans le CV? Alors, moi, personnellement, ce que je déteste plus que les… Je vais être dur, hein, et je vais y revenir après, mais ce que je déteste plus que les feignants, c'est les menteurs. Donc, je préfère une personne qui va me dire j'ai pris 6 mois de vacances parce que mon job précédent m'a épuisé, parce que, enfin bref, peu importe la raison, plutôt, et ça m'est arrivé, je vais prendre un exemple très concret. J'ai un candidat qui m'a mis, alors c'était il y a 8-10 ans de ça, mais qui m'avait mis 2007 à 2008, donc 2 ans d'expérience. En fait, il avait fait décembre 2007 à janvier 2008. Et en fait, il laissait entendre sur son CV que c'était 2 ans. Tu vois? Et donc, moi, je préfère la personne qui est sincère et qui vous dit j'ai eu un trou là. Derrière, il faut avoir une explication plausible. Et peu importe. Alors, le gars qui me dit je suis un flemmard, je ne citerai pas la localisation, mais j'ai une amie qui était consultante qui me disait ah bah, les gars, ils me disent en entretien, moi je fais 6 mois, comme ça j'ai 6 mois de chômage derrière. Ça, clairement, ça passe mal et c'est pas très vendeur. Mais la personne qui vous dit qu'elle a profité pour faire un tour du monde, qu'elle a eu un écueil familial, il y en a qui reconstruisent leur maison. Bref, on a tous des bonnes raisons à un moment donné de faire une pause. Certains ont besoin de faire un reset, certains ont besoin de prendre du temps pour eux, peu importe. Il faut que ce soit expliqué. L'entretien et le CV, c'est une histoire, c'est votre histoire que vous racontez. À un moment donné, il faut l'assumer. Ce trou, vous l'avez. Vous n'avez peut-être pas eu de chance, vous avez peut-être galéré à retrouver du boulot, vous aviez peut-être besoin de faire une pause, peu importe la raison, mais à un moment donné, il est là, il faut faire avec. Et il faut surtout être honnête. Moi, sincèrement, encore une fois, si la personne elle a pris du temps pour elle, peu importe la raison, ça se comprend. La personne qui vous ment en vous expliquant
À un moment donné, vous allez le voir. Vous allez avoir les certificats de travail, vous allez avoir les prises de référence, vous allez avoir les fiches de paye. Ça va ressortir. Et alors là, il n'y a plus de questions qui se posent. Le menteur, c'est fini. Hein, le trou dans le CV, c'est pas très grave en soi. Ce qui est important, c'est effectivement toute la notion d'expérience. Le trou dans le CV, il s'explique toujours. Moi, j'ai un trou dans mon CV, j'arrive à l'expliquer. Hein. Oui, alors le problème, c'est que le problème, c'est qu'il faut que la personne qui a reçu le CV aille au-delà du trou, parce qu'on ne va pas non plus mettre sur le CV écrit s'il y a un trou. Alors, il y a une question effectivement des invités qui dit justement dans mon CV depuis octobre, j'ai un trou, car j'ai terminé mes études fin septembre 2020 et je n'ai pas encore trouvé la bonne opportunité. Mais ça, pour moi, c'est pas un trou. C'est pas un trou. C'est pas un trou, ça. Pour moi, c'est pas un trou. Ça, c'est pas un trou. Hein. C'est un lancement dans la vie active. C'est complètement différent. Et en temps de crise, ça se comprend facilement. Donc, c'est pas du tout un trou. Un trou, c'est vraiment, tu as 30 ans de carrière, au milieu, tu as 2 ans où tu n'as pas bossé parce qu'il y a eu la crise, parce que Olivier dit, ici, on était en prison. Ça s'explique aussi. Hein. Ça m'est arrivé d'avoir des c'est une explication comme une autre. C'est pas forcément très vendeur, mais… Non, c'est faux. Tu peux aussi faire de la réinsertion, c'est bien, c'est important. Comme ça doit être une expérience. Enfin, mais le trou dans le CV est explicable. Vas-y. Enfin, tu vois, est-ce que ces 2 années ont été constructives? Est-ce que tu as appris des choses? En prison, il y a des gens qui passent des diplômes, et il y a des gens qui travaillent. Enfin, voilà. Oui, c'est peut-être pas pour une bonne chose, ça fera peur à certains. À un moment donné, les gens vont le découvrir, parce que c'est le genre de sujet qui finit toujours par ressortir. Enfin, voilà, il faut le dire, c'est comme la photo. Moi, j'ai la tête que j'ai, quoi. Je peux dire ce que je veux, je peux retirer la photo. Le gars, il va me voir en entretien, il va m'avoir à côté de lui pour bosser, il va voir ma tronche. Si elle lui revient pas, elle lui revient pas. Le trou sur le CV, c'est exactement la même chose. Il faut être honnête. Et en revanche, il faut montrer que ça a été constructif. Ça a été soit un problème, effectivement, sortie d'études, je galère un peu à trouver du boulot. Soit, comme le dit Frédéric, plan social, je suis sur une zone un peu sinistrée, je galère à trouver. Voilà, il y a des raisons. Et puis, est-ce que pendant ce temps-là, vous avez fait du bénévolat? Est-ce que voilà, il y a toujours des choses à faire, il y a toujours un apprentissage derrière. Et ce qui est important, en fait, c'est que ça a permis de grandir et de faire avancer son parcours, quoi. Alors, il y a aussi, pour la construction de son CV, il y a Microsoft qui propose, il y a Canva, l'outil en ligne, donc des CV plus au niveau du look, avec des couleurs, avec des formats, même si c'est dans le bon ordre, mais qui sont un petit peu particuliers. Qu'est-ce que vous en pensez? Un CV girly pour une fille ou pour un garçon, pareil, un CV girly, histoire de se démarquer des autres. Enfin voilà, est-ce que en termes de couleurs, est-ce qu'il y a des couleurs qui attirent plus particulièrement votre œil? Est-ce qu'il faut s'en référer au symbolique des couleurs pour choisir du bleu, du mauve, des couleurs qui inspirent la confiance, ou carrément du rouge où là on domine? Enfin, je ne sais pas, votre œil, Alors, ce qu'il faut avoir en tête, en fait, c'est qu'on fait appel à un recruteur, que ce soit en cabinet ou même en entreprise. Le RH, il est un recruteur salarié pour répondre à un besoin. Nous, on va chercher une compétence. La couleur du CV, enfin, tu peux avoir le plus beau CV du monde. Si tu n'as pas la compétence dont j'ai besoin pour le poste pour lequel je recrute, on s'en fiche. Et à contrario, tu peux avoir le CV le plus blafard et le plus conventionnel du monde. Si tu as tout ce que je recherche, je vais t'appeler. Moi, franchement, je ne suis pas fan des trucs qui partent dans tous les sens, etc. Un peu de couleur, ça fait jamais de mal. Mais pour moi, ça me fait ni chaud ni froid. Ouais, alors là, je rejoins complètement Yann là-dessus. J'ai fait plus de recrutement sur des CV banalisés que sur des CV couleurs, ça j'en suis quasiment sûr. Pas par le fait de la couleur, hein, mais parce que dans notre œil de chercheur, on va à l'essentiel. En fait, on n'est pas en train de détecter. Et le problème, je dirais même, c'est presque un problème, la couleur, parce que en fait, ça nous parasite dans la lecture. Et là où nous, on veut, en fait, c'est aller au titre, aller chercher la compétence, aller chercher l'expérience,
Et même plus loin, dans certains postes élevés, c'est de chercher à comment on va se projeter sur le futur avec la personne et comment on la met dans des dispositions pour évoluer. Le problème de la couleur, c'est que ça emmène notre œil sur autre chose que ça. Moi, c'est le titre qui est en couleur. Alors, en fait, tu penses à la couleur si c'est un encadrement ou des choses comme ça, mais si au sein du CV, les titres ou certains mots sont mis dans les couleurs de la charte du candidat. Attends, mais moi, des fois, j'ai les yeux qui ont saigné, quoi, à lire des CV. Ah non, je dis ça, c'est une blague, mais j'ai les yeux qui ont saigné devant des CV où à un moment, il y avait tellement de couleurs que j'en pouvais plus. Et en plus, que ce soit Yann ou moi, on n'est pas disposé de la même façon. Donc, tu fais ton CV en bleu, tant mieux. Sauf que Yann, il va peut-être pas apprécier, moi, je vais adorer. Tu vas le faire en rouge et ça va être le contraire. Et pour le problème, c'est pas tant ça. Le truc du CV, c'est, je dis pas qu'il faut rester classique, hein, on peut innover un peu, mais mettez les mots essentiels, qu'on ait une lecture tout de suite du CV, hein, que ce soit assez simplifié, que ce soit écrit assez gros, qu'on n'ait pas besoin de nous de prendre la loupe pour le titre, hein, que ce soit assez gros, et surtout que ce soit un CV maîtrisé. Et ça, c'est super important. Moi, je pense qu'il ne faut pas oublier que le CV, donc je dis c'est pour susciter de l'intérêt, mais c'est aussi une façon de refléter comment vous allez être dans l'entreprise. Au même titre que la lettre de motivation, on se l'était dit la dernière fois, le CV, c'est ça aussi, c'est-à-dire que quand votre boss il va vous confier une présentation, est-ce qu'il va avoir envie de se retrouver avec un truc bordélique de toutes les couleurs? Pas sûr. A contrario, est-ce qu'il vous en voudra autant d'avoir fait une super présentation qui manque un peu de couleur? Peut-être moins. Donc, est-ce que c'est bien d'aller chercher un truc sur Canva ou sur ce que tu veux, mais est-ce que c'est quelque chose que tu reproduirais toi à titre professionnel pour aller le donner à ton boss? La question, elle est là. C'est aussi cette image-là que tu vas refléter. Donc, il y a à la fois le recruteur qui, encore une fois, s'en fout un peu de la couleur, a besoin d'informations concrètes parce qu'il faut coller un minimum à un poste. Si le job il est à Marseille et que tu es à Lille, on risque d'avoir un problème. Si on a besoin d'un bac plus 5 et que tu as un bac pro, on risque d'avoir un problème, et ainsi de suite. C'est là où l'essence, elle est importante pour nous. C'est vraiment ça qu'on va rechercher. Après, une fois que tu rentres dans le cadre de ce dont on a besoin, peut-être que sur 2%, la couleur, etc., va faire la différence. Mais de base, si je cherche un chef d'équipe et que tu n'es pas chef d'équipe, tu peux m'avoir mis la couleur que tu veux qui me plaît le plus du monde. Je t'appellerai quand même pas. Et j'appellerai celui qui a une couleur dégueulasse, mais qui colle beaucoup plus à ce que j'attends. Alors, il y a Raphaël qui a levé la main là. Raphaël, vous pouvez mettre votre micro. Désolé, mais à coup de pas, ça a eu un petit bug. Ah, c'est un bug. Ah, non, Raphaël n'avait rien à dire. Il a la main levée depuis 2 heures. J'ai une question à vous poser. En quoi c'est important d'avoir un CV à jour? Juste qu'il y ait ton expérience en cours ou ta dernière expérience, rien que ça. C'est parce que moi, j'ai reçu des CV qui dataient d'il y a 4 ans pour un poste qui aura lieu demain. D'accord. Et jusqu'à quel âge on doit avoir un CV à jour? Jusqu'à ce que tu sois à la retraite. Sylvain, excuse-moi. Le problème, c'est si demain tu recherches du taf, il faudra que tu envoies un CV et que ton CV soit à jour. Après, il y en a qui contournent le système, hein, mais bon, le truc, c'est comme ça. Alors, je voudrais démystifier un peu tout ce qu'on vient de dire également sur la partie de la couleur, parce que là, il y a des gens qui nous écoutent quand même, et il y en a certains qui sont en relation avec Pôle emploi, avec la PEC, etc. Et il y a des chantiers à Pôle emploi et la PEC où on leur dit de faire des CV en couleur. Je le sais parce qu'on m'a demandé d'animer un chantier à la PEC sur les CV. Et il disait, mais nous, on nous demande de faire comme ça. On nous a dit, le CV à l'ancienne, il faut arrêter, faut faire un CV, tu mets ta photo, tu mets de la couleur en haut, tu fais un encart marketing à gauche, des études en dessous. OK, mais c'est pas parole d'évangile. Hein. Sachez que nous, de l'autre côté, quand on bosse, nous, on parle que des cabinets de recrutement. Après, les petites entreprises ont peut-être plus de temps pour lire les CV. Sauf que Yann et moi, on doit en lire 100 CV chacun par jour et
qu'il faut qu'on aille vite, quoi. Si vous voulez être vite vu par les cabinets, faites des choses simples, lisibles et surtout en lien avec le poste pour lequel vous postulez. Hein. Ça, c'est super important. Alors, les CV aussi, pardon. Non, vas-y. Les CV, alors, c'est juste quelque chose qui m'interpelle. Donc, on fait un CV qu'on envoie à un cabinet de recrutement. En parallèle, on a des CV qui sont en ligne un petit peu partout parce qu'on les a déposés au fil du temps. Donc, on a son CV sur LinkedIn. Après, on peut avoir son CV sur des banques de CV. Donc, voilà, est-ce qu'en tant que recruteur, en tant que cabinet de recrutement, quand vous recevez un CV, vous allez voir un petit peu partout s'il y a une cohérence entre le CV papier ou le CV électronique que vous avez, enfin le CV électronique que vous avez reçu, et sur par exemple LinkedIn, ça fera l'objet d'un autre webinaire, mais quel type de recherche est-ce que vous googlisez beaucoup les candidats, vos candidats, pour aller vérifier s'il y a une cohérence entre ce que vous avez reçu vous par mail et ce qui est sur le web? Alors, moi, je ne vais pas googliser. Je sais qu'il y a beaucoup de consultants qui aiment ça. On a des clients qui aiment ça aussi. J'ai une amie qui a un candidat qui n'a pas été recruté parce qu'il avait sa dernière photo de Facebook qui était un truc du genre « fuck le patronat » ou un truc du genre. Et forcément, quand tu es patron de PME, ça te fait pas rire. Alors, on ne va pas googliser. On ne va pas forcément benchmarker, faire le tour en se disant « tiens, lui, il me plaît, je vais aller voir là. » En revanche, quand on cherche un profil, on va aller partout. C'est-à-dire qu'on a trouvé un CV qui nous plaît, le vôtre, mais on va aller le chercher. Une fois qu'on a trouvé sur LinkedIn, on va aller faire la même recherche en se disant on va peut-être en trouver d'autres sur Cadre Emploi, sur l'APEC, etc. Et là, fatalement, comme vous êtes présent un peu partout, il y a de fortes chances qu'on retombe dessus et naturellement qu'on reclique dessus parce qu'on ne se souvient pas forcément de votre prénom. Et donc, c'est là où on va dire ah oui, lui, je le connais, ah bah tiens, c'est bizarre. Et ça m'est arrivé d'avoir un candidat qui, sur un job board, a 2 ans dans une société, sur l'autre, il en a 5. Là, vous dites, il y a quand même quelque chose qui cloche. Donc, on ne va pas le faire, en tout cas, moi, je ne vais pas le faire spontanément, mais il arrive très régulièrement qu'on tombe dessus parce qu'on va faire la même recherche à différents endroits et donc, fatalement, on va retomber à peu de choses près sur les mêmes personnes, mais aussi sur d'autres. Mais c'est mathématique. Vous postulez à 2-3 endroits qui gardent votre CV et nous, on va peut-être en faire 10 et du coup, il y a des chances quand même qu'on retombe un peu sur les mêmes CV. Donc, il faut quand même faire très attention à ça. C'est que c'est rarement fait à mauvais escient, c'est-à-dire qu'on ne va pas se dire « Ah, je vais essayer de le piéger ou de voir s'il m'a menti ». Mais en fait, comme naturellement on va aller ailleurs, on va finir un peu par retrouver la même chose. Alors, moi, je vais rajouter qu'en cas de doute, moi, je le fais. En cas de doute, je googlise. En fait, on est un peu comme des profileurs. Il ne faut pas l'oublier. Et à un moment, quand on a un entretien, c'est pour ça que tout à l'heure, je disais il faut bien maîtriser son CV. Il faut bien maîtriser son CV. Quand je dis maîtriser, c'est-à-dire que tu es capable de le lire, sans le voir. Tu connais ton CV, tu connais l'ordre chronologique, tu connais tes missions, tu n'as pas pipoté dedans. À partir du moment où tu as pipoté, tu ne maîtrises plus ton CV. Et quand tu es en entretien, attention, un entretien, ça peut être un coup de fil par hasard où tu n'as pas ton CV devant toi. Donc, tu vas commencer à raconter ton histoire que tu ne maîtrises pas. Et là, nous, on va vite se rendre compte un peu de la supercherie et moi, je googlise. Là, dans ces cas-là, dès que j'ai un doute, je vais aller chercher. Alors, il y a une question qui nous est posée, c'est comment convaincre et attirer l'œil d'un recruteur en cas de changement d'orientation professionnelle? Là, vous n'avez pas encore de candidat, enfin, vous avez le CV, mais vous ne lui parlez pas encore. Donc, c'est sur le CV. Avant, j'étais assistante maternelle et maintenant, je suis responsable d'exploitation. Alors, je dirais tout dépend déjà si tu veux changer de branche ou pas. Parce que là, elle parle d'orientation professionnelle. Et si c'est dans la même branche, tu peux trouver des liens connexes. Si tu veux vraiment changer d'univers, là, ça devient vraiment compliqué. Alors, ouais, pour compléter ce que dit Frédéric, c'est compliqué, il faut l'expliquer. Éventuellement, ce qui est pas mal, c'est de montrer qu'on a fait une formation, qu'on a passé un diplôme, etc. Et du coup, d'essayer là, peut-être de détricoter un peu le CV pour remettre
justement, le trou, juste après votre expérience, je ne sais pas, de babysitter ou de ce que tu veux, pour passer responsable d'exploitation, de montrer que tu as fait une formation pendant ce laps de temps. Donc, c'est peut-être déconnant par rapport à un CV normal, mais là, ça a du sens. Et après, pour avoir eu une candidate qu'on a recrutée là-dessus, top profil sur un poste de direction logistique, je l'ai appelée pour 10 postes, 10 fois, elle m'a dit, mais non, mais moi, je veux partir aux approvisionnements, etc. Ce qu'elle a fait, elle, pour que ça marche, c'est qu'elle a pris son bâton de pèlerin et elle a appelé les cabinets en disant, voilà, j'ai tel parcours, mais aujourd'hui, je ne veux plus faire ça, je veux faire ça. Donc voilà, passer de la log, de l'exploit aux appros, bon, on peut y avoir effectivement des points de convergence, mais du coup, elle a pris son bâton de pèlerin, elle a appelé et elle a expliqué son CV. Elle a dit, voilà, je vous l'envoie, ce poste-là m'intéresse, etc. C'est un peu plus fastidieux, mais voilà, ça marche dès lors qu'on y met de l'énergie. Et encore une fois, je pense que Frédéric sera d'accord avec moi, on a des clients, certains qui vont chercher une liste de mots-clés, une liste de points clés, et il y en a d'autres qui vont chercher plutôt du savoir-être, de l'envie, de l'engagement. Et ce genre de profil, effectivement, peut avoir sa chance auprès de ce type d'entreprise. Et en ça, c'est comme tout, c'est battre le pavé, rencontrer des gens, prendre contact sur LinkedIn, faire le tour des sites internet. Certains ont leur contact, etc. Et dire voilà, moi j'ai fait ça, j'aimerais m'orienter là-dessus. Est-ce que vous n'avez pas un client qui me laisserait ma chance, ou est-ce que vous, dans votre entreprise, vous pourriez me laisser ma chance? C'est un travail compliqué, qui n'est pas vain, mais qui est compliqué. Et Donc, là, du coup, Pardon. Nous, on a une responsabilité en tant que recruteur là-dessus, c'est celui de détecter et de les aider dans ces cas-là aussi. Il faut aussi qu'on prenne le temps à un moment d'écouter la personne, parce qu'en fait, on dit qu'on n'a pas le temps, on dit que ça va vite, etc. Mais à partir du moment où on est dans l'entretien et que la personne exprime qu'elle veut être GDS au lieu d'être responsable de site, il faut comprendre pourquoi. Une fois qu'on a compris pourquoi, c'est l'aider, l'orienter, et surtout nous réfléchir effectivement à comment on peut matcher ou la pousser vers une entreprise qui aurait ce besoin-là ailleurs, même si c'est un besoin qui n'est pas exprimé. Moi, ça m'arrive aujourd'hui, j'ai des candidats qui ont un profil qui n'est pas en adéquation avec ma recherche, mais qui ont vraiment des qualités qui apparaissent sur le CV. Quand je suis en entretien avec eux, je leur dis, mais pourquoi vous orientez pas plutôt là-dessus? Et je pousse leur CV vers les entreprises. Mais là, je dis que c'est une responsabilité des recruteurs. Et c'est pour ça que de bien écrire son CV, c'est important. Est-ce que parmi les participants, vous avez des questions à poser? Parce que j'imagine qu'il n'y a pas que moi qui ai des questions sur le CV. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole. Ça fait 1 heure qu'on est ensemble. Alors, il y a Julien qui lève la main. Bonjour à tout le monde. Frédéric, Yann, oui, j'avais une petite question concernant les compétences dites un peu externes, notamment les compétences de langue et les compétences, on va dire, bureautiques, où on voit souvent des niveaux qui sont mis à côté et où on ne sait jamais trop à quoi ça correspond, et où on est souvent, quand on reçoit les candidats, assez surpris du niveau qu'ils indiquent par rapport à la réalité. Il y a deux choses. Je pense qu'il y a le niveau qu'on s'auto-évalue. Néanmoins, sur les langues et sur la bureautique, il y a pas mal de tests. Je pense au TOEIC pour l'anglais, au TOEFL, etc. Moi, ce que je recommande aux candidats, c'est de mettre, quand il y a une note, un niveau, éventuellement pour ceux qui parleraient l'anglais, de dire, bah, tiens, j'ai passé X années en Angleterre, X années je ne sais où, pour compléter ça. Après, pour moi, ma chaîne de gradation, elle est simple. Hein. C'est débutant, opérationnel, courant, bilingue, maternel. Les gens qui font des analyses avec des termes différents, c'est compliqué à évaluer, mais c'est à peu près tout le temps cette chaîne de valeurs-là. Et encore une fois, ce qui est important, ça va être pour le recruteur de quantifier cette qualité-là. Et donc, c'est pas mal sur certains sujets, sur un outil, un WMS, etc., de dire aussi depuis combien de temps on travaille dessus. Et possiblement, si on prend le cas d'un outil informatique,
Si on prend l'exemple d'un WMS, est-ce que tu es simple utilisateur d'un tout petit truc? Est-ce que tu es key user? Est-ce que tu as été chef de projet et que tu as travaillé avec les développeurs? Voilà, c'est important en fait qu'on sache se projeter sur quel degré de compétence et d'expérience tu vas avoir sur l'outil en question et quel niveau de pratique tu as sur la langue. Alors attention à la langue, quand vous marquez lu, écrit, parlé. Chaque fois que je pose cette question, c'est « ouais, je comprends, mais je ne parle pas et j'utilise Google ». Alors, si dans l'annonce, il y a marqué anglais, ce n'est pas parce que ça nous fait plaisir, hein, c'est parce que le client l'a demandé, qu'il y a des clients à l'international, etc. Et le lu, écrit, parlé, ce n'est même pas la peine de le mettre si ce n'est pas le cas, quoi. C'est même, comme a dit Yann, au niveau opérationnel, voilà, lu, écrit, parlé, opérationnel. Mais lu, écrit, parlé, pour moi, c'est fluent. C'est vous parlez, vous tenez une conversation avec un anglais sans problème. Alors attention à ça, parce que ça peut être une notion de sélection, mais si ce n'est pas le cas, on va vous sélectionner parce que vous avez marqué lu, écrit, parler, mais dès l'entretien, on va vous dire, vous parlez anglais, on va vous interroger en anglais, vous n'allez pas sortir de mots, et en fait, vous allez vous discréditer. C'est ça le vrai sujet des langues, hein. Alors attention à ça. Après, pour le reste, tout ce qui est outils, etc., je suis totalement d'accord avec Yann. C'est mettez votre niveau de compétence sur les outils. Effectivement, si vous êtes SAP, SAP HANA, si vous avez un gros niveau, si vous êtes key user, administrateur, etc., mettez-le. Si vous êtes en logistique et que vous avez des certifications qualité Yellow, Black ou Green Belt, mettez-le. Mettez ces compétences qui sont très… En plus, c'est des compétences… Alors, tout à l'heure, Yann disait… en France, on fait un peu de discrimination par rapport au diplôme. La certification, ça rend ultra sélectif, quoi. Vous passez, il y a vous avez certaines certifications en logistique, par exemple, comme Green ou Black Belt, où vous passez devant tout le monde. Là, votre CV est arrivé le dernier, mais vous passez devant tout le monde. Donc, il y a certaines choses comme ça. Quand vous les avez, n'hésitez pas à les mettre en avant et puis en évidence, quoi. Les planchez pas en bas de la page. Alors, il y a Franck Vivant qui demande s'il peut vous faire passer son CV pour avoir votre avis. Avec plaisir. Ah bah, il peut, oui, évidemment. Donc, on vous laissera les coordonnées de… je vous mets les adresses mail professionnelles, ça vous convient, messieurs? Parfait. De Yann et de Frédéric, là, dans le chat. Ok. De rien. Bon, je pense qu'on arrive au bout. Ça fait 1 heure. C'était pas mal. C'était pas mal. On peut en dire des wagons, hein, sur le CV. Hein. On a tout vu. Hein. On n'a pas parlé de la possibilité de créer une fiche marketing, des choses comme ça, qui sont des choses que l'on voit de plus en plus. On a le CV plus la fiche marketing. On a le CV sous format paysage qui est complètement différent du format portrait. Il y a plein de choses sur le CV. Une ou deux précisions quand même qu'on avait mis dans la présentation, peut-être sur l'après. La question se pose pour des gens qui ont des compétences qui peuvent intervenir sur différents métiers et souvent on nous pose la question de est-ce que ce CV-là convient sur ce poste-là? Et est-ce que je garde le même CV? Mon avis, c'est que c'est pas mal pour ceux qui ont des compétences variées et qui veulent appuyer sur certains points, peut-être de faire plusieurs CV. Ça peut être fastidieux, mais dire voilà, je sais pas, j'étais responsable d'exploitation, bah, sur un, je vais peut-être mettre un peu plus le côté management parce que je veux grandir là-dedans, mais peut-être sur d'autres, pour un autre poste, c'est le côté gestion qui sera important. Voilà. Et de la même façon, peut-être qu'il y a une dimension commerciale sur ce job de Rex qu'il n'y avait pas dans une autre entreprise. Et donc, peut-être que vous voulez partir sur un job de responsable de dossier, etc. Et auquel cas, ça peut être pas mal d'avoir 1, 2, 3 ou 4 CV qui seront du coup beaucoup plus pertinents en fonction des différentes offres auxquelles vous postulerez. C'est clair. Il y avait effectivement dans les questions qu'on aurait pu poser, c'est en masse ou ciblé.
Le problème du CV en masse, c'est un CV standard qui va intéresser 5% des personnes. Et celui qui est ciblé, vous allez faire du ad hoc, quoi. Votre CV sera sur mesure. Et vous allez mettre le titre qui correspond au poste, les atouts que vous avez par rapport à la description de poste. C'est ça, hein. Quand vous faites de la masse, vous envoyez le même à tout le monde. Et c'est celui qu'on va aller retrouver sur les sites si on vous cherche. Et attention, parce que pour avoir eu cette discussion avec des candidats, ça ne veut pas dire mentir. Ça veut dire mettre un peu plus en valeur certaines parties de votre job en fonction des attentes du client. Et effectivement, marketer un peu et comme le dit Frédéric, peut-être être beaucoup plus pertinent sur une offre et du coup augmenter vos chances de transformation. Et de la même façon, on en a rigolé avec Frédéric quand on s'est parlé la dernière fois, mais postuler 50 fois parce que chez Lead Recrutement, le site il est sympa et que tu peux postuler à tous les jobs d'un coup, finalement, c'est plutôt contre-productif. Il y a un côté facile aujourd'hui avec Internet de pouvoir cliquer sur LinkedIn, vous postulez en une fois. Au final, le gars qui reçoit 7 candidatures sur 7 jobs très différents de la même personne, il va vous prendre un peu pour un rigolo. Donc, ciblez et postuler idéalement avec un CV en phase. Mais dites-vous bien qu'il y a des chances quand même que derrière, sur une même boîte ou sur un même cabinet de recrutement, ce soit peut-être la même personne et elle va peut-être pas apprécier, comme ça nous arrive des fois, d'avoir, moi là on a une quarantaine de postes sur le site internet, il m'arrive d'avoir 30 postulations du même candidat. À un moment donné, est-ce qu'il a le profil pour les 40 postes ou les 30 postes? Je suis pas sûr. Alors pour l'anecdote, parce que donc Yann a commencé à la raconter, c'est que moi j'ai un candidat qui a postulé effectivement à 6 postes précisément, de chef d'équipe à directeur de site, donc d'un salaire de 28 000 à un salaire de 100 000 euros. Et d'une gestion d'une équipe de 5 personnes et une gestion de site de 300 personnes, 60 000 mètres carrés. Là, on peut vraiment se demander à quel niveau se situe le personnage. Et j'ai dû, à la finale, finir par lui écrire et lui dire de vraiment trouver la bonne position et vraiment là où il doit se situer dans le paysage professionnel, et en lui expliquant que c'était totalement contre-productif. J'ai pris le temps de lui expliquer, mais parce que lui perdait du temps pour le coup. C'est ça. Et il en fait perdre aussi aux recruteurs. Et au bout d'un moment, moi, ça m'est arrivé dans un cabinet précédent où tout est tracé. Vous voyez que le candidat, il a postulé 25-30 fois en 2 jours ou en 3 jours. Quand il y a 200 offres sur le site, il y a quand même un gros souci. Là, Olivier cite comme Frédéric cite des métiers assez similaires, mais effectivement avec des échelles de grandeur très variables. Moi, ça m'est arrivé d'avoir un gars qui postule un poste de technicien de maintenance, de directeur logistique, bref, des jobs très éloignés les uns des autres. Et là, pour le coup, vous passez tout de suite pour un rigolo ou pour un mec pas sérieux. Alors, il y a Christophe Calto qui lève la main. Donc, Christophe, vous avez la parole. Oui, bonsoir. Dans le même ordre d'idées sur la partie où, quand on est jeune, on ne sait pas trop quoi mettre sur la partie expérience et réalisation. Donc, moi, en tant que recruteur et qui ai eu à recruter des jeunes diplômés, on se retrouve parfois avec des personnes qui mettent, après 2 ans d'alternance, d'avoir fait énormément de tâches, ce qui est juste quasiment impossible. Donc, moi, dans mes fonctions en finance, je me suis retrouvé avec des personnes qui avaient mis du contrôle de gestion, de la trésorerie, de la compta. Donc ça, c'est juste pas possible. Il ne faut pas avoir peur, en fait, d'en mettre moins, mais de mettre vraiment ce qu'on a fait. Ça sera plus crédible que d'en mettre trop. Et là, par contre, le CV, pour moi, il passait forcément à la trappe. Donc voilà ce que je voulais dire sur ce point. C'est tout à fait juste. Pour info, moi, je recrute des ingénieurs méthodes et là, j'ai beaucoup de jeunes diplômés de septembre-octobre 2020. Et j'en ai un, je crois, qui a fait le retournement de la société Renault à lui tout seul. Je crois qu'il a recréé les usines Renault et des chaînes de production de chez Renault. Il ne serait pas bloqué au Liban depuis quelques mois? Et c'est vrai que c'est totalement hors sujet. Et le problème, c'est que les jeunes, on leur a dit il faut beaucoup en mettre.
ils mettent en fait la définition de l'entreprise dans laquelle ils ont travaillé. Quand moi j'en reçois parce qu'on a besoin de jeunes pour faire la promotion de demain et trouver des jeunes évolutifs. Et quand on creuse, il y a des vraies pépites, on a des vrais talents chez ces jeunes-là. Et il faut aller les chercher, leur tordre un peu le bras et les amener à se dévoiler. Et moi, très dernièrement, là, il y en a un qui était vraiment exceptionnel et qui n'avait pas mis l'essentiel. Et de ce dont je parlais tout à l'heure, il a profité de ses études pour se faire certifier Green Belt. Et j'ai dit, c'est couillon, vous me parlez d'un truc que vous avez fait qui était vachement bien. Et il m'a expliqué qu'en fait, il était participant, mais qu'à des moments, il a dû prendre le lead. Et dans la manière de s'exprimer, c'était très clair que c'était lui qui avait fait. Mais il n'avait pas mis l'essentiel de ses certifications qu'il avait obtenues à 22 ans, quoi. Alors qu'il y a des gars à 40, 45 qui ne les ont pas. Et en fait, nous, notre job en tant que recruteur, c'est ça. C'est de détecter ces talents, mais on doit aussi aller chercher chez les jeunes les talents de demain, parce que malheureusement, la guerre d'aujourd'hui, elle va partir, et qu'il faut qu'on ait des relais, et que les jeunes, c'est l'avenir, quoi. Donc, on a besoin de ces jeunes qui en mettent trop dans leur CV, mais parce qu'on leur dit qu'il faut blinder le CV aussi. Voilà. Bon, très bien. Je pense que voilà, on en sait bien plus sur les CV. J'espère que ça va avoir aidé ceux qui sont connectés et qui sont en cours de recherche d'emploi, que ça aidera ceux qui chercheront des emplois, des stages, des alternances dans les prochains mois, dans les prochaines semaines. Donc, merci, messieurs. Le prochain sujet, c'est le CV digital. Donc, on en a brièvement parlé, mais je pense que voilà, c'est un sujet qui est très, très intéressant. Il y a LinkedIn, on y pense tout de suite, mais il y a aussi tous les sites de l'APEC, même les sites des différentes entreprises, quelle que soit leur taille, qui proposent de déposer des CV. Donc voilà, si c'est un sujet qui vous intéresse, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine au même endroit. Voilà. Mais en même bon. Allez. Donc merci beaucoup à tous pour votre présence et puis on enregistre le webinaire. Il sera en ligne sur la chaîne YouTube de l'AETL. Donc, je vous invite à aller le voir ou revoir ou l'envoyer à ceux qui souhaitaient participer, qui n'ont pas pu se joindre à nous ce soir. Voilà. Bon, je vous remercie beaucoup et à très bientôt alors. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Au revoir à tous. Au revoir. Ciao. Au revoir.